jeudi 4 mars 2021, quatrième jour ouvré de la semaine et quatrième dose, et sinon quatrième slave de partage à partager encore avec vous. En tout cas, permettez la tautologie, nous sommes très heureux de partager chaque matin nos matinées avec vous, surtout très tôt le matin. Merci donc à vous, fidèles téléspectateurs, qui consentez à nous offrir vos réveils pour avoir des informations sélectionnées d'un cru qui vient de consultants très avisés sur différents sujets. Vous savez que nous aurons à partager en fin d'émission la thématique santé. C'est la thématique phare pour ce jeudi. Et ce conducteur sera mené toujours à deux, comme il est de rigueur pour cette nouvelle saison, avec celui que vous découvrez maintenant. Merci Alix, bonjour à tous et à toutes. Et oui, dans notre programme, vous aurez aujourd'hui la bonne assiette avec le docteur Yves Blanchard-Envaux, sans oublier que nous allons vous proposer Espace Vert et ce sera en compagnie du docteur Gouli Nyanazan Zenzi Roselyne. Voilà, la suite du programme vous sera déroulée bien après ce que nous allons vous offrir maintenant. En ce jeudi matin, c'est quoi la couleur du temps? Et surtout, après, vous aurez le premier point de l'actualité avec Régis Kofi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, on aura de la brume sèche en début de période au nord du pays. Dans la bande centrale et au sud, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Passons aux températures, nous pourrons observer 26 degrés à Abidjan à Diaké, 23 à Bondoukou, 24 à Boaké, 25 degrés à Daloa, 26 à Dimbokro, 25 à Gagnoa, 22 degrés à Korogo, 23 degrés à Mans, 21 degrés à Odiéné, 26 à San Pedro et Sassandra, 25 degrés à Tabou, 24 à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, la forte intrusion des vents humides favorisera des formations de nuages denses, accompagnées d'orages et de pluies, notamment dans les régions du littoral, du sud forestier, de l'ouest et du centre-est. Côté température, le mercure affichera 32 degrés à Abidjan à Diaké, 36 degrés à Bondoukou, 34 à Boaké, 34 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 37 degrés à Korogo, 35 degrés à Mans, 37 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 32 degrés à Tabou et 37 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par cette rencontre entre le président ivoirien et le président français Emmanuel Macron. Alassane Ouattara, reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, je le disais. Les deux hommes ont parlé notamment de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire dans le Sahel et de la nouvelle monnaie dénommée ECO. Avant son entretien suivi d'un dîner avec son homologue français, le chef de l'État ivoirien a échangé hier avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Dernier jour de campagne aujourd'hui pour les législatives 2021. Le scrutin aura lieu le 6 mars prochain pour le renouvellement des 255 membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les candidats vont devoir tout donner ce jeudi afin de convaincre les électeurs. À présent, je vous fais un point rapide de la pandémie à Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 3 mars 2021 356 nouveaux cas de Covid-19 sur 2301 échantillons prélevés, soit
15,5% de cas positifs, 171 guéris et un nouveau décès. À la date du 3 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 33 285 cas confirmés, dont 32 037 personnes guéries, 194 décès et 1054 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 429 177. 2000 kits alimentaires et d'hygiène remis aux familles démunies. Elles sont 250 issus de 8 centres sociaux du district d'Abidjan. C'est une œuvre de la Fondation Elisabeth Glaser Pédiatrique soutenue par le ministère en charge de la famille, Laure Goretti. 2000 kits alimentaires et d'hygiène offerts aux familles rendues vulnérables du fait de la Covid-19. Le don est de la Fondation Elisabeth Glaser Pédiatrique en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Pour le lancement de l'opération, 250 familles de la commune de Port-Bouët bénéficient des dons. Avec la Covid, nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de populations qui souffraient parce qu'elles n'arrivent pas à manger. Parce que la plupart de ces populations vulnérables, ayant des ressources financières vraiment réduites, n'arrivaient pas à se nourrir. À la suite de tout cela, nous avons décidé de leur donner quelque chose à manger et de les aider à pouvoir respecter toujours les mesures barrières. Les parents étaient réticents à fréquenter les centres de santé à l'avènement de la pandémie. Et il était important pour nous, pour pouvoir lever un tant soit peu cette frayeur des parents en apportant également notre contribution à cette lutte contre la pandémie à coronavirus. Les kits composés de savon, javel, seaux de lavage de mains, pâtes alimentaires et huile viennent soulager les populations et leur permettre de lutter contre la maladie. On avait déjà reçu les agents des centres sociaux qui sont venus toujours nous parler de la maladie Covid-19. Mais c'était avec la parole. Mais aujourd'hui, on voit que cette parole a été accompagnée d'un matériel. Donc aujourd'hui, on est très content. Parce que quand il y a une maladie, il faut avoir les moyens pour faire barrage à cette maladie. Ça va m'aider, ça va beaucoup m'aider. On met l'eau dedans avec les produits et puis on se lave les mains, les enfants, tout le monde. D'une valeur totale de 27 millions de francs CFA, ces 2000 kits seront repartis dans les 8 centres sociaux du district d'Abidjan. Notons que cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte à la Covid-19. Voilà, c'est sur ce reportage de Laure Goretti, commenté par Alexis Ouedraogo, que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à vous, Régis Kofi, pour votre premier passage. On vous accueillera à 7h précises avec grand bonheur. Et vous, chers téléspectateurs, on n'y échappe pas, hein, on reste focus sur nos fondamentaux. Maintenant, on vous invite en compagnie du coach Jocelyn qui nous invite aujourd'hui à renforcer le centre du corps pour éviter les blessures. C'est très important. Nous sommes jeudi, Fitness Santé. Notre séance, j'espère que vous avez senti les effets de l'abdos et des dorsaux. Merci. Eh bien, pour notre part, on va bien le sentir après lorsqu'on va faire ces exercices aujourd'hui, renforcer le centre du corps pour éviter les blessures. Allez, on passe encore à l'actualité. Et choisi pour vous. Voici les titres de la revue de presse avec Renaud Kobia. Bonjour à vous, Renaud. Bonjour, Alix. Alors, on démarre cette revue de presse avec la campagne pour les législatives qui se referme aujourd'hui, le 24 mars. Oui, tout à fait. Et donc, à 48 heures de ce vote qui cristallise l'attention des populations depuis un bon moment, le quotidien Le Matin indique que le parti au pouvoir a damé le pion à l'opposition sur l'ensemble du territoire national. À en croire le quotidien, la victoire du RHDP à l'issue du vote est assurée. Et on a envie de dire enfin, oui, c'est ce samedi que se tiendra l'élection législative. Oui, tout à fait. À l'occasion de ce vote au cours duquel les populations vont désigner leurs représentants à la Chambre basse du Parlement, l'Inter a ouvert ses colonnes, l'heure a ouvert ses colonnes et ces populations disent dans son numéro de ce jour ce qu'elles attendent des futurs députés. Et justement, parlons des législatives, il y en a un des candidats qui s'est fait radier pour fraude sur l'identité.
Oui, ce candidat qui s'est présenté dans la circonscription d'Akoupé-Bekwéfen n'en avait pas le droit car il est commissaire à la commission électorale dans la région du Gao. Et en effet, les textes de la CEI interdisent aux membres de l'institution d'être candidat à une élection organisée par elle. Et donc, voulant ruser avec cette disposition, l'indélicat a utilisé une fausse identité pour candidater. Mais malheureusement, la supercherie a été découverte par la commission électorale indépendante. Et toujours législative du 6 mars prochain, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile met en garde les fauteurs de troubles. Celui qui tentera de perturber les élections sera arrêté. C'est le message envoyé par le ministre Vagondo Diomandé à l'occasion de la tournée de sensibilisation qu'il effectue depuis le 28 février dans les régions du pays pour amener les populations à s'éloigner de toute forme de violence lors du scrutin législatif prévu, on l'a dit tout à l'heure, pour ce samedi 6 mars 2021. Et selon Fraternité Matin, qui se fait l'écho du premier responsable de la sécurité en Côte d'Ivoire, cette activité a pour but d'éviter à notre pays de revivre les malheureux événements de la crise post-électorale du 31 octobre dernier. Et maintenant, embarquons dans l'avion présidentiel juste dans notre tête pour atterrir en France où le chef de l'État est en visite et à cette occasion, il a rencontré son homologue français, le président Emmanuel Macron. Oui, et selon Fraternité Matin, les questions régionales et de coopération étaient au cœur des entretiens entre les deux personnalités. Et donc avant cette rencontre avec Emmanuel Macron, le chef de l'État, selon le journal pro-gouvernemental, a échangé hier avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. À noter que le président Alassane Ouattara est en visite en France depuis le vendredi dernier. Une question que l'on pourrait aisément se poser, que deviennent les produits saisis par les forces de l'ordre lors de leurs interventions? L'Inter a mené sa petite enquête pour savoir ce qu'ils deviennent et il en ressort que les produits saisis sont divisés en deux catégories. On a les produits prohibés qui sont détruits, tel que ce fut le cas pour la cocaïne saisie la semaine dernière et qui a été incinérée hier, et les produits non prohibés qui, eux, sont vendus aux enchères et les fruits de ces ventes sont reversés dans les caisses du Trésor ivoirien. Et un mixage maintenant, milieu sanitaire et milieu de la défense. Une affaire secoue en ce moment même l'hôpital militaire d'Abidjan. Oui, il s'agit de celle d'un patient qui est décédé récemment dans l'établissement suite à la négligence des médecins selon ses proches. Toujours selon ses parents, dont Soir Info relaie les propos. Ce patient qui est arrivé au HMA après un accident de moto dans le département de Gagnoa ne serait pas décédé si le personnel soignant avait fait correctement son travail. Ils ont décidé donc de saisir les autorités compétentes afin de donner une suite judiciaire à cette affaire. Une affaire à prendre très au sérieux. Oui. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Angeval. Un plaisir de retrouver encore Renaud. Ce sera demain pour un autre point de l'actualité avec la revue de presse. La suite dans cette émission, on va maintenant parler espace vert avec une experte en la matière. Tout à fait, en la personne du docteur, on va dire son nom précisément, c'est le docteur Gouli Nyanazan Zanzi Roselyne qu'on reçoit aujourd'hui pour nous parler des plantes, on va dire, envahissantes à surveiller, parce qu'on a des plantes envahissantes qui peuvent proliférer, mais celle-là, il faut que nous ayons toute notre attention sur elle. Elle nous dira pourquoi. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Alice, merci. Bonjour, bienvenue. Allons-y. Ben, tout à fait. On démarre donc, pourquoi pas avec la définition même d'une plante exotique envahissante ou plante invasive. Merci Alice. Les plantes envahissantes, par définition, ce sont des plantes qui viennent d'un autre territoire géographique et qui ont été introduites par l'homme de façon volontaire ou fortuite et qui menacent donc les écosystèmes, les habitats, les espèces indigènes, avec des conséquences négatives sur le plan écologique, économique et ou sanitaire. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est la définition scientifique. Alors, de par cette définition scientifique, on va aller un peu dans l'historique. Oui. Quel est l'historique de ces plantes chez nous en Côte d'Ivoire? Et la bibliographie nous dit que l'historique des plantes invasives remonte au début des années 1900, plus précisément en 1910, avec l'entrée du faux parasolier qui est Cecropia peltata. Par la suite, les introductions se sont accrues et c'est à partir de 1960 qu'on a connu l'augmentation de ces introductions et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est un peu ça l'historique de ces plantes. D'accord. Ayant situé leur apparition, leur évolution dans le temps, pourquoi parle-t-on de plantes envahissantes mais à surveiller?
on parle de plantes envahissantes à surveiller parce que ce sont des espèces qui sont très problématiques. Et comme je le disais tantôt, ce sont des plantes qui peuvent avoir des conséquences écologiques et ou économiques et ou même sanitaires qui sont vraiment très négatives. Et surveiller, parce que si au début, par exemple, il y a des plantes qui sont rentrées, on n'a pas surveillé. Et à la suite, ces plantes ont proliféré. Quand elles prolifèrent, il est difficile vraiment de pouvoir les éradiquer. Donc là, on parle de contrôle maintenant. Donc surveiller, parce qu'on se dit, quand elles rentrent maintenant, il faut avoir un regard sur elles. Il faut avoir un regard pour ne pas qu'elles arrivent à proliférer, parce que quand elles prolifèrent, il est difficile de pouvoir vraiment éradiquer ces plantes-là. Alors, parlez-nous de ces conséquences graves sur notre nature, notre écosystème, notre biodiversité. Quelles sont ces conséquences? Et les conséquences de ces plantes-là sont énormes. Je l'ai dit tout à l'heure sur le plan environnemental. Oui. La plante peut rendre l'environnement monospécifique. Quand je dis monospécifique, c'est-à-dire quand elles viennent, elles rentrent en compétition avec les espèces natives, puisque ce ne sont pas des plantes qui sont du territoire géographique là où nous sommes. Elles peuvent par exemple venir de l'Amérique tropicale, de l'Asie, et quand elles arrivent, elles rentrent en compétition avec les plantes natives et elles ont une grande capacité compétitive. Donc elles arrivent donc à damer le pion aux plantes natives. Et elles finissent par contrôler tout l'environnement. Et quand c'est comme ça, pour nous, les environnementalistes, ce n'est pas du tout bon. Parce que quand une maladie, un pied prend une maladie, c'est tout l'environnement qui est détruit. Nous, on est pour la diversité biologique, on est pour la diversité des espèces. C'est un peu ça. D'accord. Donc, à partir de là, on a eu leur introduction, sûrement par l'effet de l'homme. Oui. Elles sont invasives. Il faut les surveiller pour ne pas qu'elles prennent le pas sur les plantes dites locales. C'est ça, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut les identifier? C'est sûr qu'on aura des noms assez scientifiques, oui. Mais peut-être des descriptions légères pour que voilà, les profanes puissent facilement les identifier et aussi les surveiller. Oui. Et le problème qu'on rencontre, c'est que les populations ne connaissent pas vraiment ces espèces-là. Nous remercions au passage la RTI qui nous permet de parler de ces plantes-là. Voilà. Et bien sûr qu'on peut les identifier. Et tout à l'heure, on verra des photos. D'accord. Et aussi des noms, comme on le dit, des noms communs ou des noms vulgaires qu'on donne. Et à la suite, les noms scientifiques, parce qu'on est d'abord scientifique. D'accord. Ce sera avec la complicité de Jacques Brou et ça a déjà commencé. Vous pourrez nous les décrire au fur et à mesure. C'est ça, justement. Alors, on en décompte combien? Et en Côte d'Ivoire, la bibliographie nous dit qu'on a une trentaine de plantes invasives. OK. On a une trentaine de plantes invasives. Mais ce matin, on va vous présenter quelques exemples des plantes les plus problématiques. D'accord. Elles sont classées parmi les 100 espèces les plus néfastes au monde par l'UICN. OK. L'UICN, c'est l'Organisation internationale pour la conservation de la nature. Et c'est-à-dire que les pays là où ces plantes ont été détectées comme étant invasives, et elles causent des dégâts pas possibles. De quel ordre? De l'ordre économique. De l'ordre économique. Tout à l'heure, quand je vais vous présenter les conséquences, les photos de ces espèces. Les voilà. Ça la première espèce, on l'appelle communément indépendance, ou Sékou Touré du nom de l'ancien président Sékou Touré. Et le nom scientifique, c'est Chromolaena odorata. Et les populations connaissent bien cette espèce-là. Sa virulence. Oui, justement. Cette espèce est rentrée en Côte d'Ivoire à partir des années 60. Et elle a été introduite volontairement dans les plantations de café et de cacao. La deuxième photo, nous voyons la jacinthe d'eau, du nom scientifique Echornia crassipes. Et cette espèce-là, elle est vraiment très problématique au niveau de... C'est ce que nous on appelle salade d'eau douce ou salade de lagune, là, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est ça. Alice. OK. C'est ça, Alice. Voilà. On aura peut-être d'autres photos comme ça. Pour ce qu'on vient de voir, là, leurs impacts. Leurs impacts. Oui. Et la première photo, nous parlons de Chromolaena odorata, dit indépendance. Cette plante-là a des conséquences énormes sur la culture, sur les plantations, sur les forêts et dans les savanes. Quand je parle des forêts, nous, on est environnementaliste. Et dans les écosystèmes naturels, quand je prends par exemple l'exemple des parcs nationaux, par exemple, quand ces espèces arrivent à proliférer, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles prennent le pas sur les espèces natives. Et les animaux qui sont dans ces forêts-là doivent manger. Et si la plante a fait disparaître ce que les animaux ont l'habitude de manger, quand elle vient, c'est ce qu'elle trouve qu'elle mange. Et il est prouvé par la bibliographie que ces plantes-là sont toxiques. Voilà, ce n'est pas une plante fourragère. Par exemple, Chromolaena, elle pousse en forêt et tout. Oui. Donc ça, ce n'est pas bon du tout. Parce que les animaux qu'on conserve dans les parcs nationaux, ce sont des animaux qu'on ne peut pas trouver comme ça. D'espèces en voie de disparition, en voie d'extinction et tout. Voilà, donc on a cette conséquence-là. Et au niveau de la salade d'eau, tout à l'heure, la jacinthe d'eau plutôt, la salade d'eau, c'est une autre espèce qu'on appelle Salvinia molesta. Au niveau de la jacinthe d'eau, cette photo-là,
Voilà, cette espèce-là, on le voit sur le plan lagunaire. Oui. Sur le plan lagunaire, au niveau du plateau, Oui. quand la période arrive, cette plante-là, comme vous le voyez, elle bloque la lumière. Il est difficile à la lumière de pénétrer, Oui. vraiment en profondeur. Elle réduit donc l'aération, crée donc une situation d'anoxie. Et ce sont les plantes vraiment les espèces qui arrivent à pouvoir être tolérantes, qui arrivent à rester. Sinon, c'est difficile pour ces espèces-là. Et sur le plan économique, elle entrave la navigation. Elle entrave la navigation. Vous voyez, même les bateaux sont obligés de faire... De contourner. De contourner, voilà, de faire des détours et tout. Et les populations qui vivent donc de la pêche et tout, quand ça arrive, c'est difficile pour la navigation, les pirogues, de pouvoir pêcher. Et même les filets sont pris par ces plantes-là. Et je peux dire, par ricochet, que ça entraîne la pauvreté. Parce que s'il vit de la pêche, qu'il ne peut pas pêcher et tout, vous voyez que c'est vraiment compliqué. C'est clair qu'il y a un impact avéré négatif, très négatif sur la faune, la flore et même sur les populations. Justement. Maintenant, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir à se dire qu'on peut les combattre? Bien sûr. Bien sûr, pour l'espèce Echornia crassipes, tout à l'heure qu'on vient de parler de la jacinthe d'eau, cette espèce-là, en 1995, il y a eu un projet qui a été financé où on a fait venir, parce que ces espèces-là, dans leur territoire d'origine, ne sont pas invasives, puisqu'elles ont des prédateurs qui arrivent à les contrôler. Et elles vivent originellement où? Et Echornia crassipes est originaire d'Amérique du Sud. Et Chromolena odorata est originaire d'Amérique centrale. On a à peu près les mêmes climats, les pays d'Amérique tropicale et autres. Donc, Echornia crassipes est contrôlée là-bas par un coléoptère. Ce sont des insectes qui mangent ces espèces. D'accord. Des prédateurs qui font que l'espèce n'arrive pas à proliférer. Et généralement, quand elles arrivent dans un nouveau territoire, elles n'ont pas de prédateurs. Voilà. Et on a pris, voilà, nos patrons ont pu prendre, je peux dire, parce que Oui. en 1995, on n'était pas encore même étudiants. Donc, ils ont pris ces insectes-là et on les a envoyés pour créer le binôme d'équilibre. Voilà. Et ça a été vraiment contrôlé. Mais 20 ans, 25 ans après, il faut encore faire des études pour voir si ces espèces ont disparu ou pas. Et vous savez que la recherche coûte extrêmement cher. La recherche coûte extrêmement cher. Alors, c'est vrai que vous dites que la recherche coûte extrêmement cher. C'est vrai qu'on a néanmoins ces plantes-là qui existent encore chez nous. Aujourd'hui, quels sont les moyens de lutte contre ces plantes invasives? Oui, nous avons en général, il y a 3 moyens de lutte. Il y a les moyens chimiques, mais en tant qu'environnementaliste, on ne peut pas prôner cela. Il y a les moyens mécaniques où, je peux dire, il faut prendre les dabas, la machette, aller jusqu'à dans le sol pour enlever même les racines parce qu'elles ont une grande capacité de prolifération. Même quand la racine reste dans le sol, elle repousse rapidement. Quand les souches même sont coupées à terre, elle repousse. Voilà. Et maintenant, on a aussi, comme je l'ai dit, la lutte biologique, il y a la lutte que nous prenons, voilà, où on est allé prendre des insectes qui arrivent à réguler l'espèce. Il y a aussi des espèces natives qui sont aussi très compétitives, qu'on peut mettre avec ces espèces-là, et quand elles rentrent en compétition, elles arrivent vraiment à contrôler cela. Voilà. D'accord, docteur. À partir de tout ce qu'on a dit, hein, c'est sûr que ces espèces-là n'ont pas que du négatif. Hein, parce que, par exemple, Sékou Touré, franchement, ça a aidé beaucoup de personnes hein, dans la pharmacopée à se soigner. Donc, si on doit les éradiquer totalement, c'est clair que ça va faire pleurer beaucoup. Donc, comment créer ce petit équilibre-là? Bon, nous, ce sont des espèces. Donc, une plante, en quelque sorte, elle a toujours son utilité. Donc, chez Sékou Touré, la bibliographie nous dit que c'est une plante et les sucres qui sont contenus dans les feuilles fraîches sont utilisés pour cicatriser les plaies. Ouais. Il y a aussi, elle lutte contre les menaces d'avortement. Bon, vous voyez, nos moments où ceux qui sont les tradis praticiens vous en diront plus. Voilà, sinon elles ont des usages. Et Echornia crassipes, par exemple, elle est utilisée comme biogaz, elle est utilisée aussi comme plante fourragère. Mais nous, on pèse un peu hein, les effets positifs et les effets négatifs. Quand les effets négatifs sont un peu plus par rapport aux effets positifs, la plante elle est carrément négative. Voilà, donc c'est là qu'on regarde. Alors, à part Sékou Touré, il y a d'autres plantes comme ça qui sont utilisées sur le marché aussi. Il y a le lantanier. Oui. Bon, on n'a pas la photo sinon. D'accord, mais peut-être en descriptif oral. Lantana camara, qui a aussi des usages, mais qui est aussi invasif, qui fait partie aussi des 100 espèces les plus invasives au monde. On a aussi et je veux dire le nom scientifique, le nom commun m'échappe aussi, parce que c'est aussi des plantes, elles ont leur nom comme vous avez votre nom. Titonia diversifolia,
Je voulais dire le nom commun m'échappe. D'accord. Ça va venir avant la fin. À force d'appeler, c'est comme on est avec vous, ouais. On est avec nous. Quand je dis Alicia, à force d'être avec vous, le nom reste. Tout à fait. Mais si je ne vous ai pas vu pendant 2 ans, 3 ans, quand je vous vois, ça va venir. C'est un peu ça. Voilà, donc on a donné à Diversifolia, qui est aussi une espèce aussi envahissante. On a aussi Iptis suavolens. Il y a aussi Antigonon leptopus, mais les populations, il n'y a pas de photo. Bon, ce sont des thèmes c'est clair que c'est très technique. Voilà. On n'a pas forcément la connaissance. On en a plusieurs. Et nous sommes en train de travailler pour faire sortir même un livre au niveau du Centre national de floristique sur les plantes invasives de Côte d'Ivoire, pour que les populations puissent avoir connaissance de ce livre-là, pouvoir consulter et connaître les espèces. Parce qu'en général, ces espèces-là rentrent par l'horticulture. Et les populations, elles aiment embellir leur maison et tout. Elles vont payer, elles vont voir l'horticulteur, elles payent, elles mettent dans leur jardin. Et au moment où on est en train de lutter ici, et la plante prolifère dans le jardin là-bas. C'est vrai. Donc il faut que les populations soient informées. Et je le disais tout à l'heure, nous remercions la RTI qui nous permet de pouvoir nous exprimer au travers de ce thème. Et toujours dans l'optique d'information, est-ce que ces plantes-là ont un caractère peut-être nocif pour certaines, pour la vie humaine? Oui. Quand on dit que la plante a des conséquences, non, je veux dire, la plante ne va pas te tuer directement, mais indirectement. Si elle pose des problèmes, par exemple, Echornia crassipes, il pose la pauvreté, par exemple. Quand tu es pêcheur, elle t'empêche de pouvoir vivre. Il y a un impact économique avéré. Voilà, tu as un petit paludisme, tu ne peux même pas aller dans l'infirmerie la plus proche même pour te soigner. Par ricochet, elle entraîne la mort. Ah, voilà. Donc c'est indirectement, mais à la fin, on retrouve le même effet. Voilà, donc. Alors, durant toute l'année, quelle est la période où on les voit le plus, ces plantes-là? Oh, chaque espèce a son cycle. Oui. Son cycle. Pour ce qui est de Comolena odorata, je peux dire pendant toute l'année, on voit l'espèce. Oui, c'est couturé, oui. C'est couturé, on voit un peu partout. Oui. Et Echornia crassipes, et à partir de quand il va commencer à avoir les premières pluies, vous verrez sur le plan lagunaire. Et généralement, en fin d'année aussi, ça annonce la fin d'année, on remarque. Sur le plan lagunaire, c'est une espèce qui ne se cache pas. Hein? Oui. Elle est là, on voit un peu partout. Et je n'ai pas de photos, sinon je vais vous présenter quand le plan d'eau lagunaire du plateau est carrément, je peux dire, envahi par cette espèce. C'est vraiment compliqué. Voilà. Ce sont les plantes que nous voyons, bien sûr, sur le plan d'eau lagunaire, comme on l'a dit. Sur la lagune ébriée, voilà, on voit ces plantes-là qui apparaissent et qui empêchent nos bateaux de passer. Alors, le mot de fin, avant de terminer, rapidement, on est déjà au terme. Merci, nous remercions la RTI, avec son directeur général. Nous remercions aussi le président de l'université. Et nous disons aux populations ivoiriennes de venir à l'université Félix Houphouët-Boigny, au Centre national de floristique. Il y a des experts qui sont là-bas pour les accompagner au niveau environnemental, pour leur donner des conseils même pour faire du jardinage ou même pour les mairies, pour pouvoir implanter sur les voiries et tout ça. Maintenant, au niveau des plans des communes, on essaie... Il y a un travail d'embellissement. Voilà, d'embellissement. Il faut passer au Centre national de floristique, voir les espèces. Sinon, on peut planter des espèces invasives sans le savoir sur tout le boulevard. Et quand on passe, on est un peu mal et tout. Merci en tout cas, il y a de la ressource pour pouvoir nous aider à vivre dans un environnement sain et beau. Il faut tout juste faire un tour au centre de floristique. Merci beaucoup, docteur. Et juste derrière, on recevra Régis Kofi, bien évidemment. Nous sommes de retour pour développer l'actualité internationale. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Au Sénégal, Ousmane Sonko, chef de l'un des principaux partis d'opposition sénégalais, a été interpellé hier alors qu'il se rendait au tribunal de Dakar pour être jugé dans une affaire d'accusation de viol. Son déplacement avait donné lieu à des attroupements de partisans sur son passage, poussant les forces de l'ordre à intervenir. Environ 2000 Algériens, dont une majorité d'étudiants, ont de nouveau manifesté mardi à Alger contre le régime, malgré l'interdiction de rassemblement. Un mouvement de contestation renaissant qui s'ancre dans la durée. Pour la deuxième semaine consécutive, les jeunes manifestants, accompagnés d'enseignants et de sympathisants, ont défilé de la place des Martyrs au pied de la Kaaba, dans le vieil Alger, jusqu'au centre de la capitale.
Au Rwanda, depuis 2012, Emilienne Mukansoro, ancienne enseignante et rescapée du génocide, anime bénévolement des groupes de parole pour des femmes victimes de viols durant le génocide. Contrairement aux orphelins du génocide, les enfants nés de ces viols n'ont pas été légalement reconnus comme des rescapés du génocide. L'un des miliciens génocidaires, Léintera Amoué, a dit « Donnez-moi cette femme que je la ramène à la maison pour qu'elle devienne ma femme et vous restez avec les enfants. Comme ce sont des filles, rien ne va leur arriver. » J'ai pris celui que j'avais sur le dos et le tueur a dit qu'il allait nous protéger et que je deviendrais sa femme. J'y suis restée 2 nuits. J'ai été accueillie dans le groupe et j'ai enfin trouvé des gens avec qui partager mon histoire. Cela m'a beaucoup réconfortée. J'ai pu ouvrir mon petit commerce et je n'ai plus de temps pour penser à moi-même et aux cauchemars que j'ai traversés. Parce que quand je rentre, je suis fatiguée et je dors. Ils ont été écoutés, ils ont été pris en charge, mais il y a quelque chose qui reste. Et la vie qu'elles vivent aujourd'hui, donc le quotidien, leur rappelle ce qu'elles ont subi. La société stigmatise les femmes même aujourd'hui. On les appelle les noms comme les femmes des tueurs, les femmes des Interahamwe, les femmes des génocidés. Ces enfants sont traumatisés et ont des cas de trauma, et, même chose que les mères. Régulièrement, ces enfants ne sont pas rescapés du génocide. Hors du continent, en Suède, 8 personnes ont été blessées au cours d'une attaque à l'arme blanche hier au sud du pays. Parmi les blessés, 3 le sont grièvement avec un pronostic vital engagé. La police, citée par l'AFP, présume qu'il s'agit d'un acte terroriste. Les États-Unis s'opposent fermement à l'enquête ouverte par la procureure de la Cour pénale internationale sur des crimes présumés imputés notamment à Israël dans les territoires palestiniens occupés. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. La procureure Fatou Bensouda a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la situation en Palestine depuis le 13 juin 2014, après avoir évoqué un fondement raisonnable à croire que des crimes avaient été commis. On termine en Irak. Au moins 10 roquettes se sont abattues hier sur une base abritant des soldats américains dans l'ouest du pays, tuant un sous-traitant civil 2 jours avant une visite historique du pape François en Irak. Ce dernier a d'ailleurs déclaré maintenir son voyage du 5 au 8 mars prochain, après sa traditionnelle audience du mercredi, soulignant qu'il souhaitait rencontrer un peuple qui a tant souffert, rencontrer cette église martyr. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve lundi, Dieu voulant. Merci, et il est dit avec le sourire parce que son week-end commence maintenant. Il en a de la chance, ce monsieur. Merci beaucoup, Régis Kofi, pour le point de l'actualité dans cette émission. Allez, on aura de bons ingrédients dans votre bonne assiette. Eh oui, on est à table donc pour une bonne assiette et vous savez que l'alimentation est composée de plusieurs éléments au titre desquels les minéraux. Aujourd'hui, on va s'épancher donc sur les minéraux dans l'alimentation de l'être humain, toujours en compagnie du docteur Yves Anveau-Blanchard, après le jingle. Et oui, nous en parlons maintenant avec notre consultant. Première question pour commencer déjà, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup à vous. Alors, qu'est-ce qu'un minéral? Alors, un minéral, contrairement à la matière organique, parce que les éléments que nous avons, que nous consommons, alors, sont les 2 genres. Il y a la matière organique, c'est-à-dire ce qu'on peut brûler, ce qui peut s'évaporer devant le feu. Et il y a l'élément qui est inorganique, que le feu ne peut pas consumer. C'est-à-dire que lorsque nous avons des minéraux dans un produit, qu'on y met le feu, l'eau s'évapore, la matière organique s'évapore, mais les cendres, c'est les minéraux qui constituent les cendres. Voilà. Donc, on prend les cendres, c'est la matière minérale que le feu ne peut pas consumer. Très bien. Parce qu'on trouve les cendres.
Merci beaucoup, docteur, pour cette définition technique. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous citer quelques minéraux, les étayer et puis nous les identifier dans tout ce qu'on a comme ingrédients aliments? Alors, il existe plusieurs types de minéraux, plusieurs types. Il y a les minéraux, les macros, tels que le calcium, le magnésium, le chlore, le potassium. Donc, lorsqu'on parle de calcium, nous avons tous une idée du calcium, c'est-à-dire que le calcium aide à grandir. On trouve le calcium dans le lait, on trouve le calcium dans les produits animaux, dans la viande, dans le poisson. Donc, le rôle du calcium, c'est celui de permettre une activité au niveau du muscle, faciliter l'activité musculaire, aussi au niveau de la croissance, donc renforcer les os pour permettre aux enfants de bien grandir, aussi les athlètes de ne pas avoir des fractures. Il permet aussi en cardio. Le calcium permet aussi au cœur d'avoir une bonne activité cardiaque. Ça, c'est le rôle du calcium. On a aussi les minéraux tels que le sodium qu'on trouve dans le sel, qui permet aussi au sang de bien circuler. Et lorsqu'on a un taux de sodium trop élevé dans le sang, alors vous pouvez faire l'hypertension artérielle, ou même parfois aussi vous avez des pieds enflés, un peu au niveau des œdèmes, des parties interstitielles, donc vous avez ça. On a aussi, donc il y a dit le calcium, le sodium, on a aussi le magnésium qui joue aussi au niveau de l'activité musculaire. On a beaucoup. On a le potassium aussi qui permet aussi d'équilibrer le sodium au niveau de l'organisme. Donc il y a plusieurs types. On a aussi des minéraux de petit calibre, tels que le cadmium, qui jouent un rôle quand même au niveau enzymatique. C'est vrai que c'est rare qu'on entend par exemple le sélénium, mais généralement, ceux que nous voyons actuellement, ceux dont on entend toujours parler, il y a le magnésium, le zinc, le sélénium et de petites quantités telles que le sélénium, mais cependant qui jouent un rôle très important au niveau des enzymes, au niveau de l'organisme. Alors, vous avez cité le lait, vous avez cité le sel. On peut avoir d'autres aliments comme ça que nous consommons au quotidien avec des minéraux. Bien sûr. Alors, il y a dit le magnésium qu'on trouve dans l'eau. Dans l'eau que nous buvons. Parce que souvent, lorsque certaines personnes disent non, j'ai des crampes, on peut dire non. Allez manger un aliment qui est riche en magnésium. Par exemple, allez prendre du soja ou bien allez prendre la banane douce, mais on oublie qu'il faut boire de l'eau. Parce que c'est l'eau qui permet de drainer les minéraux. Il ne s'agit pas de manger, mais il faut drainer les minéraux partout dans l'organisme. Donc, l'eau aussi, les eaux que nous avons, notre eau ordinaire ou bien l'eau minérale, contiennent aussi des minéraux. Donc, chaque fois que nous sommes en train de boire ces boissons, alors nous faisons rentrer des minéraux dans l'organisme. Donc, il y a le sélénium et le zinc qui on trouve par exemple dans l'escargot ou bien par exemple dans le poisson, qui permet aussi le sélénium assure une bonne croissance, mais le zinc assure une bonne croissance, mais le sélénium aussi et le zinc ensemble, les deux, avec la vitamine C, ce n'est pas les minéraux, les deux aident aussi pour l'immunité, pour protéger contre l'immunité. Donc, ce sont des conseils que nous donnons aux personnes qui ont des petits bobos à tout moment de prendre souvent des produits qui sont un peu riches en zinc et puis en sélénium. C'est pourquoi il faut avoir une bonne alimentation, surtout un taux assez important de protéines, parce que les protéines apportent à la fois du calcium, du magnésium, du zinc, du sélénium. Donc, ce n'est pas la peine de... Surtout au niveau des enfants, souvent les enfants mangent les repas et puis arrivé sur les protéines, ils disent non, ils ne mangent pas. C'est-à-dire qu'ils mangent du riz seulement avec la sauce, bien le foutou, l'igname. Arrivé sur, par exemple, sur le poisson, ils disent qu'ils ne mangent pas. Et c'est comme ça parce que généralement, ces enfants, souvent, ils ont des affections, souvent ils sont anémiés parce que c'est dans les protéines qu'on va trouver le fer. Le fer aussi est une matière minérale qui surtout œuvre dans la production du sang. Tout à fait. Donc, il y a cité calcium, magnésium, sélénium, le zinc, le chlore, etc. Et surtout le fer qui aide dans la production du sang. Effectivement. Alors, docteur, là, vous nous avez donné quelques effets bénéfiques de la consommation des minéraux. J'ai une question à deux volets. On part d'abord sur le rôle que jouent ces minéraux-là dans l'organisme. Et puis, quel minéral à privilégier pour quelle pathologie? Alors, il y a plusieurs pathologies, mais souvent c'est des équilibres, c'est des équilibres que les médecins savent bien. Alors on apporte souvent en cardiologie, il y a certaines personnes qui ont des mauvais régimes. Souvent on a un régime alimentaire qui n'est pas bien équilibré. Je prends un exemple, on a vu plusieurs exemples, certaines personnes qui
ont eu des problèmes de colopathie, des problèmes de colopathie, à qui on a dit ne mangez pas l'igname, ne mangez pas la banane, alors que ces aliments-là sont les sources de potassium. Les aliments tels que le potassium et l'igname, la banane, le taro sont... Donc, à force de faire un faux régime, ces personnes ont eu un déficit en potassium, lesquels ont eu alors des activités cardiaques. Donc, en cardio, pour telle maladie, lorsqu'on fait l'ionogramme, qu'on trouve que le taux de potassium est faible, alors on apporte du calcium pour équilibrer le cœur. Il y a ça. Il y a aussi souvent aussi le cœur peut avoir une activité, mais souvent ça peut être aussi un déficit de calcium. Donc souvent c'est comme ça. Donc il y a plusieurs maladies dont on a besoin des minéraux, soit pour équilibrer, même dans le cas, il y a certaines personnes qui souffrent de coagulation sanguine, c'est-à-dire que certaines personnes pour les problèmes d'embolie ou bien autres maladies cardiovasculaires. Je dis pour beaucoup de cardiovasculaires parce que c'est là-bas que je suis depuis 12 ans, où je suis un peu les régimes des patients. Alors pour qui on donne souvent des anticoagulants. Alors ils prennent ces médicaments, alors ils ont besoin d'équilibrer un peu, équilibré par un taux des vitamines minéraux. Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs affections. Mais pour certains, même pour l'immunité, comme j'ai dit, pour l'immunité, on a besoin de certains minéraux, tels que le zinc, le sélénium, qui vont accompagner l'autre vitamine, la vitamine C ensemble pour booster l'organisme. Alors, dans ce que vous avez cité, vous avez parlé de l'eau. Oui. L'eau qui est source de vie, très important pour nous. Alors, on va un peu s'attarder sur cet élément-là. À quel moment consommer l'eau? Comment consommer de l'eau? Parce qu'il y en a qui n'en boivent même pas toute une journée, on ne prend pas de l'eau. Et on attend d'avoir soif d'abord avant d'en prendre. Non, et la soif est une expression, c'est un peu criard. C'est-à-dire que depuis l'intérieur, le problème se fait sentir. Okay. Voilà, c'est la soif, ça sonne un peu comme un problème de déshydratation. Oui. N'attendons pas forcément d'avoir soif pour boire. On peut boire toutes les 3 heures. On peut boire le matin, toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures. Mais moi, pour les conseils que je donne pour ceux qui prennent souvent certains médicaments, je leur demande de boire toutes les 2h30, 8h, 10h, midi, 17h. Faire un volume de... Parce que ce qu'on recommande, ce qui est recommandé, c'est de boire un volume équivalent, c'est-à-dire que égal. Votre poids fois 30 ml. C'est-à-dire que si vous pesez, par exemple, 70 kg, vous le faites 70 kg fois 30 ml, ça fait près de 2 litres 1, 2 litres 100. Voici un peu le volume. Alors, ceux qui ne boivent pas de l'eau, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que alors, ces personnes-là s'exposent à une déshydratation. Et surtout, si ils prennent des traitements médicamenteux, c'est très dangereux. C'est tout très dangereux pour le rein. Et je le dis, pour ceux qui prennent surtout des médicaments antihypertenseurs, c'est très dangereux de prendre des médicaments et puis de ne pas boire de l'eau. C'est très dangereux. Il dit dangereux parce que l'une des conséquences majeures, c'est le problème du rein. Le rein sera atteint. Il y aura une atteinte rénale. Généralement, on assiste à une hyperkératidémie qui va plutôt arriver à une insuffisance rénale. Stade 1, 2 ou bien 3, ça dépend à quel niveau. Mais il faut boire de l'eau. Et comme j'ai dit, le volume d'eau qui est conseillé de boire, c'est boire le poids que vous avez fois 30 ml. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez 80 kg, vous faites les 80 fois 30 ml, ça fait 2 litres 4, voilà. 2 litres 4 que vous pouvez boire normalement en 5-6 prises. Et on a vu aussi que dans le cas de la gestion de certaines maladies rénales surtout, il y avait le volume d'eau à boire, donc j'ai dit le volume d'eau, c'est 2,5 litres, mais surtout la répartition de la consommation en eau. Parce que certaines personnes boivent l'eau, 1,5 litre le matin, ils font une cure d'eau et puis ils ne boivent pas toute la journée. Non, ça, ce n'est pas une manière de boire de l'eau. On boit de l'eau chaque 3 heures et n'attendez pas forcément d'avoir soif de boire de l'eau. Il faut boire de l'eau parce que l'eau contient de la matière minérale et c'est surtout l'eau qui va drainer la matière minérale que nous avons. C'est l'eau qui va les drainer. Donc, certaines personnes disent non, mais depuis j'ai des problèmes de crampes, je prends des magnésium, il y a des problèmes, je prends du calcium, mais mon problème de crampes demeure. On vous demande, mais comment est-ce que vous buvez de l'eau? Non, je ne bois pas de l'eau. Mais c'est l'eau qui va drainer. Et d'ailleurs, l'eau même contient des magnésium. L'eau même contient des minéraux. Donc, il faut boire de l'eau d'abord pour hydrater ceux que nous avons, pour drainer déjà des minéraux que nous avons fait rentrer. Mais en buvant de l'eau, nous faisons rentrer aussi de la matière minérale. La matière minérale. Voilà. Alors, docteur, on pourrait rallonger la discussion sur l'eau en référence de nos archives communes de vos différents passages. On sait que vous avez un avis très tranché quant aux différents types d'eau, eau minérale, eau de robinet. On va y revenir. Mais pour l'heure, est-ce que vous pouvez nous aider à faire l'identification d'un excès de consommation de minéral? Effectivement, lorsqu'on a un excès de consommation de certains minéraux, alors ça peut jouer sur l'organisme. Notamment dans le cas du sel,
Le sel, c'est du chlorure de sodium. Donc, lorsqu'on a un excès de sel, un excès de sodium, alors on assiste à ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Souvent, lorsque nous avons un excès, surtout un excès de calcium, alors on peut assister à ce qu'on appelle les calculs au niveau du rein, c'est-à-dire que des formations pyreuses comme ça au niveau du rein. Donc, souvent, il y a des excès. Il y a des excès quand même qui peuvent créer certaines maladies. Le calcium peut jouer sur le rein, l'excès de sodium aussi peut jouer sur le rein, etc. Il y a plusieurs excès comme ça qui ont des conséquences sur... Voilà. Il y a certaines personnes qui disent non, qu'il faut boire de l'eau minérale qui est riche en calcium. Ils disent non, c'est bien. Mais la stratégie, le conseil que nous donnons, c'est que le calcium que nous trouvons dans l'eau, si nous avons une eau minérale qui est riche en calcium, le conseil que nous donnons, c'est que alors, dans l'organisme, ce calcium-là va empêcher la graisse que nous avons mangée. Donc, ça forme une formation qui ne peut pas passer dans le sang. Donc, on dira que je vais boire une eau minérale riche en calcium si je sais que je m'en vais faire un gros repas gras. C'est-à-dire que si vous êtes invité, que vous savez qu'en allant, vous n'avez pas vous abstenir, que vous pouvez manger un repas trop gras, alors en allant, vous pouvez payer une eau minérale riche en calcium. Vous voyez un peu, parce que l'excès de calcium dans cette eau va empêcher l'absorption de la matière grasse. Et qu'en est-il du quid pour les femmes enceintes à qui on conseille ou qui elles-mêmes s'orientent vers la consommation d'eau minérale? Voilà, il faut avoir une bonne consommation d'eau parce que il ne s'agit pas seulement de faire entrer et d'absorber une eau parce qu'elle est riche en calcium, mais parce que généralement dans l'organisme, les minéraux agissent un peu, interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'on ne dira pas que non, comme par exemple vous manquez de calcium, donc buvez par exemple beaucoup d'eau riche en calcium pour compenser. Non, parce que pour métaboliser le calcium, on a besoin de magnésium à côté. On a besoin aussi de vitamine D à côté, on a besoin un peu de cuivre à côté. Dans le cas de la métabolisme du calcium, on a besoin de 4 éléments. Pour que le calcium soit métabolisé, on a besoin de cuivre, vitamine D, magnésium et calcium. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas en disant à une personne que buvez une quantité d'eau riche en calcium que nous allons soigner notre problème de calcium. Non, c'est plutôt qu'il faut équilibrer l'alimentation. Il faut équilibrer l'alimentation pour que tous ces 4 éléments arrivent ensemble. Et c'est lorsque ces 4 éléments seront là que le métabolisme sera fait. Voilà. Alors, vous avez parlé du cœur, vous avez parlé des reins. Quel impact cette baisse ou cet excès peut avoir, par exemple, sur les yeux ou bien sur d'autres parties de notre organisme? Oui, bien sûr. S'il y a un déficit en certains minéraux, alors on assiste à beaucoup de choses. Alors, dans le cas de déficit en magnésium, on assiste au problème de crampes. Même on assiste aussi à une activité cardiaque qui n'est pas bien équilibrée. Voilà, vous allez voir que lorsqu'on a un manque criard de magnésium, le problème de crampes et puis le cœur aussi. Lorsqu'on a un déficit aussi en calcium et en sodium, parce que souvent à la maison, les parents, pour une question de maladie, alors vont diminuer leur consommation en sodium, en sel. Alors, lorsque le sel est beaucoup diminué, c'est le parent qui est malade, c'est lui qui a besoin de diminuer le sel, mais pas les enfants. De sorte que si le parent diminue sa consommation sur toute la maison, vous allez voir que les enfants aussi, les enfants vont subir l'effet d'une diminution de sodium à la maison. Donc vous allez voir ces personnes-là, les enfants auront une tension qui est très faible parce que les enfants ils subissent l'effet des parents. Les parents qui sont hypertendus, qui doivent diminuer le sel, mais lorsqu'on fait un régime pour tout le monde à la maison, vous allez voir que alors, les enfants qui ont besoin normalement d'un taux de sodium normal, alors lorsque le parent malade va diminuer le taux de sodium, alors la conséquence se fait chez les enfants. Donc on va une hypotension chez l'enfant. L'enfant est tout le temps fatigué. Donc ça, c'est dans le cas du sodium. Et on a aussi, lorsqu'on a un régime mal équilibré, certaines personnes vont dire non, moi je fais un régime, je ne mange pas le matin. Je ne mange pas le matin. Donc souvent, ces régimes-là, lorsqu'on le fait, on a les conséquences. Les conséquences, d'abord, ceux qui ne mangent pas le matin, ou bien que non, je ne veux pas grossir, je ne mange pas le matin, je ne mange pas le soir. D'abord, ces personnes sont anémiées. Donc il y a un déficit en fer. En fait, ils sont tout le temps anémiés, ils sont tout le temps fatigués, ils ne comprennent pas. Ils font tout le temps sous anti-anémiques, mais ils ne comprennent pas tout le temps qu'ils sont anémiés. Mais on demande comment vous faites votre régime. Quand le régime est mal fait, alors il y a un problème d'anémie. Souvent aussi pour les personnes d'un certain âge, celles qui vont tendre vers la ménopause, les personnes qui sont ménopausées, souvent lorsque le régime n'est pas bien équilibré, alors on assiste un peu à ce qu'on appelle l'ostéoporose, c'est-à-dire que leur os sera poreux parce que pendant longtemps, ils n'ont pas fait rentrer le calcium comme il fallait. Donc, ils ont suivi un faux régime. Un mauvais régime, alors qui a fait que d'abord, il n'y a pas eu un apport conséquent
en calcium. Et lorsque la ménopause arrive, survient, alors naturellement, cette maladie arrive. Mais lorsque il y a eu d'abord cet écart de régime, lorsqu'il y a eu un faux régime, alors qui vient s'ajouter à la ménopause, alors vous allez voir qu'à la ménopause, nous, on a souffre de fragilité osseuse, on a l'ostéoporose. Donc voici un peu des cas. Dans les cas d'un régime qui n'est pas équilibré, soit il y a un déficit en fer qui peut entraîner une anémie pendant longtemps, les personnes sont sous anti-anémiques, on ne comprend pas, ils sont fatigués. Il y a aussi le cas de parents qui, comme il est hypertendu, il doit diminuer le sodium, donc il diminue tellement le sel que les enfants, tout le monde subit à la maison, où ils sont fatigués, leur tension est très faible. Il y a aussi des cas de calcium où, par exemple, à la ménopause, les parents, voilà, on assiste un peu à une fragilité osseuse. La maman peut marcher et puis son pied tape un caillou. Oh non, son pied est cassé. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi un faux régime. Elle n'a pas apprêté la ménopause. Donc, voici un peu quelques conséquences. Lorsqu'on a un déficit. Docteur, vous parlez de régime, c'est très important. Hein. On va rester très pragmatique. Dans des foyers, ce n'est pas évident d'avoir plusieurs régimes pour chaque âge du membre de la famille. Alors, comment organiser les choses, harmoniser pour que chacun ait sa bonne dose de minéral pour rester en bonne santé? Alors, c'est que nous disons généralement, puisque souvent c'est du sodium qu'il s'agit, de sel qu'il s'agit. On demande aux parents, mais vous pouvez cuisiner. Au lieu de faire 2 cuisines à la maison, on fait une seule cuisine. Et au moment d'assaisonner, vous enlevez pour la personne n'a pas. Ouais, voilà, on fait une cuisine normalement, c'est-à-dire qu'on n'assaisonne pas. On n'assaisonne pas. Et au moment où la sauce est cuite, ou bien presque cuite, qu'on doit assaisonner, alors vous enlevez pour le parent malade là-bas. Et puis maintenant, vous assaisonnez normalement pour tout le moment, pour le reste de la famille. Voilà, parce que faire 2 cuisines à la fois, c'est des dépenses. Mais c'est comme ça qu'il faudra souvent voir. À part ça, les restes, je pense que quand c'est cuisiné ensemble, généralement, c'est la sauce, hein, quand c'est fait ensemble, généralement, c'est au niveau du sel seulement que le problème se pose. Donc c'est pourquoi on essaie d'orienter un peu les parents à ce niveau. C'est au niveau du sel seulement que le problème se pose. Alors, parlons du sel, on va rester là-dessus. Il y a souvent dans nos foyers nos mamans, des personnes qui font la cuisine, mais qui ne mettent même pas de sel. Et c'est assez à table qu'on se permet d'ajouter le sel. Votre avis sur Alors, cette méthode, c'est une manière de contrôler la consommation de sel. Okay. Lorsqu'on le fait comme ça, lorsqu'on le fait ainsi, alors on consomme moins de sel que lorsqu'on ajoute du sel dans les aliments parce que lorsqu'on ajoute du sel déjà en préparant les repas, alors souvent le sodium rentre tellement dans les différents aliments, des différents protéines à l'intérieur. Voilà, que souvent on ne sent pas, on ne sent pas le goût. Il faut ajouter plusieurs fois pour que le seuil soit atteint. Voilà. Donc, en préparant, si on fait une sauce sans sel qu'on ajoute, c'est une manière aussi de le faire, mais l'intention, c'est de diminuer la consommation de sel. Et votre analyse sur le sel dit de pharmacie, comme on a l'habitude d'entendre trivialement, le sel médical et puis le chlorure de sodium que l'on consomme dans toutes les cuisines. Quelle est la différenciation, les bénéfices et les inconvénients pour chacun? Il existe plusieurs types de sel vendus en pharmacie. Il y a le sel normal que nous avons, le NaCl, le chlorure de sodium. Il y a lui. Il y a le sel aussi qui est conseillé, parce que nous avons le sel iodé. Le sel iodé, c'est-à-dire que ce sel-là, parce que nous avons besoin de iode dans le cerveau. Donc, pour éviter un peu les cas de... Et vous voyez souvent quand un enfant naît, par exemple, sous-mouillé, ou bien s'il est né, on dit par exemple que quand la mère... Atteint de nanisme. Voilà, donc de nanisme. Alors, et on dit quand la mère était atteinte, est-ce qu'elle était enceinte, est-ce qu'elle a dosé son taux de d'iode dans le sang? Souvent, c'est un peu ça. Donc, le crétinisme, le nanisme aussi, la sudimmunité, c'est un peu comme ça. Donc, c'est le déficit un peu en iode. Donc, on dit souvent, il y a le sel iodé vendu en pharmacie, comme vendu en supermarché. Mais aussi en pharmacie, on a aussi des sels où, par exemple, le sodium a été remplacé par le potassium. Là aussi, c'est différent. C'est pour des rôles très, très différents. Il y a des sels, normalement, nous avons le NaCl. Mais souvent, en pharmacie, on a des sels qui, sous forme de KCl. C'est-à-dire que le sodium, le Na+, a été remplacé par le K+. C'est-à-dire que le sodium a été remplacé par le potassium. Et tout est fonction de ce que l'individu présente comme pathologie. Merci beaucoup, docteur Anvo, pour toutes ces informations en ce jeudi. On se retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine, Dieu voulant toujours. Nous allons encore nous plonger dans des sujets très importants et très intéressants pour nous. C'est parti.
La santé au cœur de la vie, la santé au cœur de cette matinale. Maintenant, en compagnie du professeur Dambélé Bamouri, responsable du laboratoire de qualification biologique du Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan. Avec lui, on parle de sécurité des transfusions en période de Covid-19, car malheureusement, cette pandémie perdure. Mais fort heureusement, les autres activités sanitaires se poursuivent. Et comment tout ceci est organisé? Professeur, vous nous direz comment votre département, sinon votre direction, fait face à la pandémie. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour à vous, bienvenue donc encore une fois. Alors nous allons pour encore approfondir nos connaissances. Hein. C'est vrai qu'on a plus ou moins une idée. Qu'est-ce que c'est qu'une transfusion sanguine? La transfusion sanguine, c'est un acte médical qui généralement consiste à donner du sang à un individu qui est malade. Et ce sang va être prélevé auprès d'un autre individu bien portant et qui est appelé donneur de sang. Et donc, la transfusion, en réalité, c'est pour pallier à un déficit, à une anémie, par exemple. Quand le taux d'hémoglobine est bas, on va vous transfuser. Quand vous avez besoin de plaquettes, par exemple, on va vous transfuser des plaquettes. Donc, c'est vraiment un acte médical pour juste substituer ce qui est déficient chez le malade. Très bien, vous l'avez bien indiqué, hein, c'est, on va dire, un procédé qui part de l'homme à l'homme, parce que le sang ne se fabrique pas, il faut impérativement l'avoir d'un autre être humain. Toujours dans ce circuit, on va rester. Comment s'opèrent les étapes pour une bonne transfusion sanguine? Alors, les étapes, je voudrais préciser que nous sommes un établissement producteur. Oui. Et donc, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, nous gérons tout l'aspect depuis la réception du donneur, la qualification, la préparation de ces produits sanguins et la mise à disposition aux établissements de soins. Allez-y. La mise à disposition aux établissements de soins. Toujours est-il que une fois que le sang arrive au niveau des établissements de soins, les prescripteurs, que sont les médecins, qui ont été formés pour réaliser la transfusion, vont prendre le relais. Et donc, je voudrais décrire un peu les aspects au niveau donc, de la production chez nous. Et ensuite, pour ce qui concerne l'aspect thérapeutique en tant que tel, je pense que d'autres voies plus autorisées pourront en parler. D'accord, on vous suit dans votre schéma. Alors, au Centre national de transfusion sanguine, lorsque nous faisons des appels aux dons, tout volontaire, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le don, il est volontaire. Il est altruiste. Et donc, tout individu qui voudrait donner son sang se présente dans une de nos structures et cette personne est reçue. Cette personne va être enrôlée. On va lui demander sa pièce d'identité, prendre certains renseignements. Ensuite, cette personne va passer au niveau d'une consultation médicale qui nous permet de renforcer la sécurité transfusionnelle parce qu'on va poser des questions à la personne qui ont pour objectif de détecter, n'est-ce pas, des risques que la personne aurait pris. Et en ce moment, on peut écarter une personne du don ou pas. Et après cette étape de sélection médicale, le donneur potentiel est autorisé à faire un don et il va se rendre à la salle de prélèvement. Et là-bas, il va être prélevé en fonction de la quantité que le médecin aura prescrit, disons, et noté sur sa fiche. Et après ce prélèvement, les poches de sang vont partir au service de préparation et les tubes vont partir au laboratoire de qualification biologique. Et c'est là que se passe la deuxième étape de sécurisation. Cette étape de sécurisation va consister à réaliser un certain nombre d'analyses. Nous sommes
conscient que en période de Covid, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on fait le dépistage du Covid? Non. Nous, on fait actuellement les examens classiques recommandés par l'OMS, que sont le dépistage du VIH, des hépatites B et C et de la syphilis. Pourquoi on n'a pas l'introduction de la Covid dans les analyses? La Covid, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas transmissible par le sang. En tout cas, les données montrent que la virémie, c'est-à-dire le taux de virus dans le sang, n'est pas à un taux qui puisse être transmissible à un individu. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, l'OMS n'a pas introduit le dépistage. C'est une bonne nouvelle en soi. Alors, merci déjà pour toutes ces étapes qui nous permettent de bien comprendre lorsqu'on part au CNTS, comment ça se passe de notre enrôlement jusqu'au don de sang. Alors, vous avez évoqué les risques. On va s'attarder un peu là-dessus. Quels sont ces risques-là? Alors, les risques sont à deux niveaux. Dites-nous. Le premier niveau, c'est au niveau du donneur. Parce que quelqu'un qui donne son sang, il peut être malade. Il peut, à force de donner son sang, s'il ne respecte pas les délais, il peut être anémié, c'est-à-dire il peut manquer de sang. Au niveau également du donneur, nous, on va veiller à ce que le donneur, après son don de sang, ne fasse pas de malaise jusqu'à rentrer chez lui. Et là, il est pris en charge. Ensuite, au niveau donc, du second risque, c'est le risque de transmission de maladie par le donneur à un potentiel receveur. Et en ce moment, nous allons faire ce qu'on appelle la qualification biologique en dépistant ce que j'ai cité tantôt, les différents marqueurs sérologiques. Mais il faut dire qu'on réalise également la qualification immunohématologique, c'est-à-dire les groupes sanguins, pour ne pas entraîner de réactions transfusionnelles immunohémolytiques. D'accord, professeur, on va y rester dans le détail et puis disséquer effectivement tout ce process-là, parce qu'au-delà des risques, sinon à l'instar même des risques, vous nous avez parlé de plusieurs autres éléments. On pourrait profiter de votre passage pour lever quelques équivoques, des hantises, des oui-dire. Il y a des gens qui ont totalement peur, ils se disent « Ah, on va me tirer tout mon sang, donc je ne vais pas donner ». Il y a quelques retentions par rapport à ça. Expliquez-nous vraiment comment ça se passe véritablement, en fonction de quelles données, quelles questions on pose pour pouvoir définir. Et vous avez dit, il y a une détermination de la quantité à prélever. Donc, on ne va pas sortir tout votre sang. Exactement. Vous savez, le volume sanguin varie en fonction des individus, en fonction de la taille, du poids, etc. Donc, le médecin, en fonction de ces données, va estimer la quantité de sang qu'on va prélever chez le donneur. Mais cette quantité ne va jamais excéder 500 millilitres. Ah, c'est infime. Voilà, c'est-à-dire sur 7 litres, 6 à 7 litres, on va vous prendre un demi-litre au maximum. Sinon, c'est 450 à peu près au maximum. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de danger. Et c'est pour cela que juste après, on vous demande, c'est vrai qu'il y a une chute, il y a une diminution de la volémie. On va vous demander de boire un peu. Il y a une collation après, voilà, une collation qui motive aussi certains des fois. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire concernant. D'accord. Alors, professeur, on continue toujours avec tous ces détails que nous voulons avoir sur notre sujet d'aujourd'hui pour plus de compréhension. Donc, à quel moment on parle de hémovigilance? Un mot qui a sonné bien dans nos différentes recherches. À quel moment on parle de hémovigilance? Alors, l'hémovigilance, c'est une science de la transfusion qui a connu un essor ces dernières années, parce que l'hémovigilance, c'est cette partie donc, de la transfusion qui permet de retracer ou de relever tous les incidents qui ont pu se dérouler. C'est-à-dire, lorsqu'on transfuse dans un établissement et qu'il y a un effet secondaire, il faut qu'on puisse faire des enquêtes pour savoir quelle est l'origine donc de ces effets secondaires.
Et l'hémovigilance couvre, n'est-ce pas, toutes ces étapes-là, c'est-à-dire suit la chaîne transfusionnelle depuis le donneur jusqu'au receveur. Et en cas d'incident, on peut retracer, n'est-ce pas, toute la chaîne. Donc c'est un système de traçabilité, si je peux m'exprimer ainsi, qui est mis en place au niveau donc, des établissements de transfusion sanguine. D'accord. Alors, on fera la jonction avec cette période difficile qu'est la Covid-19. On l'a déjà évoqué, le sang ne se fabrique pas, il se donne volontairement. Quel est l'état des lieux aujourd'hui, le postulat que vous faites, on va dire, de l'affluence des donneurs par rapport à cette période difficile que le monde entier vit? Effectivement, faut dire que juste après la découverte du premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, en mars 2020, nous avons assisté les premiers mois à une chute, n'est-ce pas, du nombre de donneurs, parce qu'il y avait beaucoup de restrictions, beaucoup de mesures, et il n'y avait pas vraiment de compréhension de la part donc, de la population, ce qui a amené à une diminution. Mais nous avons, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, avec toute la direction, réfléchi à des moyens de communication pour appeler les donneurs de sang. Il y a eu beaucoup de passages télé, etc., de radio, et ce qui a permis de relever un peu le pourcentage de personnes qui viennent faire les dons. Cependant, le nombre de poches prélevées n'est pas encore au niveau que nous souhaitons. Donc, nous demandons toujours aux donneurs, à la population, de venir faire les dons parce que ça ne suffit pas toujours. Et le sang, comme vous l'avez dit, ça ne se fabrique pas. Et les globules rouges, les poches que nous prélevons, nous allons les conserver uniquement que 30 jours, maximum 42 jours. Il y a une date de péremption. Il y a une date de péremption. Donc, on doit renouveler chaque fois notre stock. Alors, professeur, dites-nous, on va rester sur la question d'Alix. Hein. On part au CNTS, on arrive. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de Covid. Quelles sont les dispositions prises dès l'entrée du CNTS jusqu'à l'intérieur? Merci. Alors, dès le début, hein, le Centre national de transfusion sanguine a mis en place toutes les mesures édictées par le ministère de la Santé publique. Donc, à l'entrée déjà, vous avez tous les dispositifs de lavage des mains, de désinfection. Vous avez, un peu comme à l'entrée de la RTI, les pistolets pour la température. Ensuite, nous avons, au niveau des salles d'attente, nous avons bien identifié les sièges en tenant compte de la distanciation physique. Nous avons fait des marquages au sol. Également, au niveau de la salle de prélèvement, par exemple, nous procédons à la désinfection. Voilà, dès qu'un donneur se lève, on va procéder à cette désinfection. Au départ, on avait même mis, disons, nous disposons de masques pour les donneurs qui n'en ont pas, pour faciliter, n'est-ce pas, leur trajet, leur circuit au sein donc, de notre structure. Donc nous avons respecté un peu toutes les mesures que le ministère nous avait imposées pour éviter qu'il y ait des contacts entre donneurs, disons, entre les donneurs eux-mêmes, mais entre donneurs et agents du CNTS, nous respectons toujours, n'est-ce pas, les mesures barrières. La distanciation, le distanciation. Voilà. Effectivement, hein, professeur, c'est sûr que cette pandémie a changé les manières d'appréhender chaque profession. Là, vous nous avez parlé d'une baisse de fréquentation due également aussi à toutes les informations par rapport à la Covid-19. La Covid-19 nous a quand même montré comment il faut s'adapter aux difficultés. Et donc, la résilience au niveau du CNT, c'est opéré comment? Comment on s'est réinventé? Alors, nous nous sommes réinventés, nous nous sommes associés à d'autres structures de communication
nous sommes déjà, le CNTS est une structure qui est déconcentrée, donc nous sommes allés vers les populations. Nous avons des structures, des sites de prélèvement dans certaines communes. Nous avons des centres de transfusion et des antennes à travers tout le territoire national, ce qui facilite un peu l'approche communautaire. Donc, nous avons communiqué, nous avons demandé à la population, expliqué à la population que la COVID-19 ne devait pas empêcher le don de sang. Et ça, expliquer également que ce n'était pas transmissible pour le moment. En l'état des connaissances, la COVID-19 ne se transmet pas par transfusion sanguine. Et donc, nous avons beaucoup communiqué sur cela. Nous sommes allés vers les populations pour leur demander de venir faire les dons. Et quel est le résultat de ces opérations que vous avez menées? Alors, nous avons assisté à une augmentation du nombre de dons, voilà, juste après la période difficile. Oui. Et nous essayons de maintenir, n'est-ce pas, ce taux de collecte, mais qui reste toujours, comme je dis, insuffisant. Voilà. En Côte d'Ivoire, les gens, la population donne, mais on est toujours au même niveau, à peu près, de... C'est la loi de l'offre et de la demande, donc il y a un déficit. C'est vrai qu'on donne, mais il y a des précautions à prendre. On ne se lève pas comme ça pour aller donner. Non. Oui, oui. Et ces précautions-là? Alors, les précautions en période de pandémie? Oui, en période de pandémie, même dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on vient pour donner, le donneur est celui-là qui est important dans notre système. Parce qu'un donneur qui sait qu'il a pris un risque la veille, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il doit s'auto-exclure. Le donneur doit éviter de venir. Mais il faut que le donneur soit rassuré que lorsqu'il arrive au Centre national de transfusion sanguine, il sera pris en charge selon les règles de l'art. Nous n'allons pas, ce n'est pas le Centre national de transfusion sanguine qui va plutôt lui donner une maladie ou quelque chose, parce que nous respectons tous les protocoles standards en matière donc, de prélèvement, de qualification, etc. Alors, vous avez parlé des mesures en amont qu'on a pu connaître, notamment les restrictions à un certain nombre de personnes. Je pense savoir que c'est toujours en vigueur, ça n'a pas été levé en la matière. Hein. Voilà. Donc, comment on s'organise pour les potentiels donneurs? Est-ce que finalement, on reste dans l'optique d'en avoir plein pour pouvoir stocker, ou bien on reste quand même sur les nombres indiqués? En réalité, nous n'avons pas atteint notre objectif. Donc, nous avons toujours besoin de donneurs. Alors, comme je dis, le sang se conserve 30 jours à 42 jours maximum. Donc, nous renouvelons. Nous avons toujours besoin de renouveler le pool de donneurs. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, c'est la fidélisation des donneurs. C'est-à-dire, quand quelqu'un a donné une fois, qu'ils prennent l'habitude de donner, et plus le nombre de donneurs fidélisés augmente, plus cela va nous permettre d'atteindre une autosuffisance. Voilà. Donc la culture du don s'imposera à la population ivoirienne. Bien sûr, la culture du don. Donc, on reste avec vous. Il y aura certainement d'autres questions, d'autres préoccupations. Pourquoi pas, dans ce micro-trottoir, eh bien, les intervenants posent des questions pratiques sur la sécurisation de la transfusion sanguine au micro de Pascaline Kwame. Est-ce qu'en période de pandémie, et surtout avec la COVID-19, est-ce que toutes les sécurisations sont garanties pour les transfusions de sang en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut être contaminé? Ou est-ce que toutes les dispositions sont prises par nos spécialistes? Est-ce qu'un enfant de 5 ans qui a mal à la tête, il a la fièvre, est-ce qu'on peut lui donner du sang? Est-ce que c'est possible? Parce que généralement, on ne sait pas comment ça se passe même par rapport à la transfusion sanguine. Pourquoi
il y a toujours cette sensibilisation sur le don de sang. Les personnes vont donner leur sang, mais on est toujours en manque de sang dans nos banques de sang qui sont dans les hôpitaux. Et aussi, comment se fait-il que malgré tout ça, lorsqu'on a un malade qui est là, il n'y a jamais de poche de sang disponible pour eux. Ça s'est plusieurs fois répété, on a eu plusieurs cas comme ça. Et aussi, est-ce que c'est possible de pouvoir prendre le sang de quelqu'un qui a été contaminé par le Covid? Est-ce que ce sang-là n'est pas contaminé ou l'endroit où ça a été prélevé, l'endroit n'est pas contaminé? Il y a toujours manque de poche au niveau de la transfusion sanguine. J'aimerais savoir, est-ce que la qualité est bonne? Parce que souvent, nous constatons que le sang qui est donné à des malades ne va pas en réalité ensemble avec le sang du malade. En dehors des méthodes habituelles, est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour qu'on puisse avoir le sang? J'aimerais savoir quelles sont les personnes aptes à donner le sang et l'intervalle d'âge aussi, c'est très important. Aussi, est-ce que les sangs sont sécurisés avant la transfusion? Bon, je voulais savoir les avantages qui sont liés au don de sang. Le donneur de sang, il profite quoi de ce don-là? Parce que quand quelqu'un est un bon donneur de sang, mais quand il a un problème de sang, il doit faire le tour d'Abidjan avant d'avoir le sang. Et arriver là-bas, ce n'est pas gratuit, il doit payer. Je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui a le VIH peut donner le sang à quelqu'un qui n'a pas la maladie? J'aimerais aussi savoir si réellement celui qui a la Covid peut réellement donner son sang à quelqu'un sans être contaminé, sans contaminer ce dernier. En tout cas, une pléthore de questions à vous soumettre, professeur. Vous prenez bonne note à l'instant. Quel est votre commentaire par rapport à ces questions qui vous sont posées? Il y en a qui révèlent du fantastique aussi. Hein. Merci. J'ai bien écouté les différentes questions. Elles peuvent se regrouper en trois. C'est la sécurisation, avec la pandémie également Covid-19. Et puis, il y a le problème de pénurie, la disponibilité. Et enfin, troisième, ce sont les avantages des donneurs. Liés à sa fonction de donneur. Voilà. Alors, sécurisation, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a gagné ce qu'on appelle le pari de la qualité au niveau donc des produits sanguins. Ça, nous garantissons que les produits sanguins qui sortent de chez nous sont de qualité. Ils sont sûrs, et c'est ce terme que nous utilisons, ils sont sûrs pour la transfusion. En matière d'analyse préalable et de sécurisation faite en amont. Donc, nous pouvons vous le dire sur ce plateau, le sang qui sort, il est sûr. Ensuite, pour ce qui concerne la disponibilité, je l'ai déjà dit, les besoins sont toujours là. C'est une question d'offre et demande. Donc, lorsque la demande monte, il faut que l'offre réponde à cette demande. Et nous ne pouvons répondre favorablement ou de façon rationnelle que lorsque les donneurs viennent faire le don en période de pénurie. Généralement, pendant les vacances scolaires, nous avons des problèmes. Voilà, parce que les élèves vont en vacances ailleurs. Mais quand nous prenons les fonctionnaires, ils donnent très peu. Quand nous prenons même à l'université... Qu'est-ce qui explique cela, que ce soit peut-être une certaine frange de la population qui est encline à donner son sang et ma foi, un peu au fait des conséquences, ne le font pas? Bien, nous ne saurons vous répondre. Il n'y a pas une étude qui a été menée là-dessus pour savoir? Toutes les études menées au plan sociologique montrent qu'il y a toujours cette différence. Maintenant, l'explication varie en fonction des études, donc on ne peut pas se baser uniquement que sur... Et peut-être qu'il faut mener des... Il y a des hypothèses. Voilà, des campagnes de sensibilisation, parce que le manque de sang, ça touche tout le monde. Hein. Tout le monde. Au détour d'un accident inopiné, bon, on se retrouve dans une mauvaise situation. Et donc, en matière de sécurisation, comme je l'ai dit, actuellement, par rapport à la pandémie de la Covid-19,
nous ne faisons pas le dépistage, mais ce qui est conseillé, ce qui est réalisé chez nous, c'est que lorsque vous avez été en contact avec une personne qui a fait la COVID-19, lorsque vous-même, vous avez fait la COVID-19, on vous demande de ne pas donner votre sang. Voilà, vous vous abstenez de donner du sang. Donc, dans les sur toute une période où à vitam aeternam. Sur à peu près 1 mois. D'accord. Voilà, on dirait 3 mois, pour être plus sûr. Très bien. Voilà. Alors, professeur, rapidement, les avantages en 30 secondes, parce qu'on est déjà... Oui, les avantages, des donneurs de sang. Oui. Alors, on le répète tous les jours, quand vous êtes donneur de sang, vous bénéficiez de la gratuité des produits sanguins. Oui. Pour vous, pour votre conjoint ou conjointe, pour vos ascendants directs, pour vos descendants directs, c'est-à-dire papa, maman, et enfants. Enfants. Les oncles, les cousins, etc., ne bénéficient pas directement. Mais le Centre national de transfusion sanguine s'arrange à aider le donneur pour l'obtention de produits sanguins pour ses parents. C'est-à-dire qu'en matière de rang, il est privilégié, du fait de son aversion à donner. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations. On espère que cela incitera nos populations à aller donner de plus en plus. Nous aussi, nous sommes concernés, pourquoi pas. On y fera une petite visite. Bien sûr. Alors, fin de cette émission. Merci Alix, merci à toutes nos équipes. Et puis, avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver demain pour terminer la semaine. Dieu vous garde, au revoir.